À la une de l'actualité, le voie de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique, tels sont les thèmes retenus au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique, organisé par le Corporate Council on Afrique. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi est déjà dans la capitale angolaise pour participer à ces sommets qui réunissent plus de 1500 délégués. Toutes les salles du pavillon 3 de l'hôpital général de Kitambo, à l'exception de D, abritant de salles de réunion, de bureaux pour le médecin et infirmier, ainsi que de salles d'hospitalisation, ont été brûlées suite à un incendie qui s'est déclaré dans cette structure sanitaire dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 juin 2025. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve tout à l'heure pour le développement. Nouvelle édition d'information sur Bossoro TV, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition du journal par cette actualité du 7e sommet des affaires des États-Unis-Afrique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part. Ce sommet est organisé par le Corporate Council on Africa et réunit plus de 1500 délégués, dont le chef d'État, de chef de gouvernement et de ministres africains, de hauts fonctionnaires du gouvernement américain, ainsi que de dirigeants d'entreprises américaines et africaines. Regardez les premières images de ces 10 sommets. Luanda sous le feu de la rampe cette semaine, la capitale angolaise accueille de ce lundi 23 juin 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, CCA, conjointement avec le gouvernement angolais. Ce sommet réunit plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires d'entreprises américaines et africaines. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique, tel est le thème principal de ce rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda dans la côte de l'Atlantique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda pour participer à cette rencontre de haut niveau. Au cours de ce sommet USA-Afrique, le chef de l'État fera un exposé dans un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain. Bien plus qu'un projet d'infrastructure, le corridor de Lobito représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales. Et puis dans un autre chapitre, les jeunes de la province de la Mongala se sont retrouvés dans la salle de l'hôtel Africana Palace pendant 2 jours autour du gouverneur de cette province, Jean-Colin Makaka, pour témoigner de leur soutien indéfectible au président Félix Tshisekedi et également pour consolider l'unité de la province. Abousko Kabamba et Gérard Bleuzel. Face à un climat malsain qui s'est installé dans la province du Mongala, il est important pour le gouverneur de cette entité, Jean-Colin Makaka, d'y remettre les pendules à l'heure. Durant 2 jours, soit du samedi 21 au dimanche 22 juin 2025, les jeunes ressortissants des Mongala ont été sensibilisés à l'unité pour l'intérêt commun de la province. Le chef de l'exécutif provincial a profité de cette occasion pour exhorter les filles et fils de sa province à privilégier le développement de celle-ci et surtout à cultiver un sens élevé de patriotisme. Et j'ai voulu rencontrer cette jeunesse de la Mongala qui est ici afin d'échanger avec elle, à orienter son intelligence, son savoir-être, son savoir-faire et son savoir-faire dans la politique de paix, de l'unité, de la cohésion et du développement durable de notre pays en général et de la province de la Mongala en particulier. J'ai voulu exhorter la jeunesse de la Mongala à se consolider dans le cadre du plan d'action du président de la République pour ce mandat ici, de le soutenir et de l'appuyer partout
et surtout ici dans la ville de Kinshasa, parce qu'il a une lourde tâche, une lourde charge. Nous tous, nous avons salué son leadership. Il venait de gagner plusieurs batailles, plusieurs combats, et aujourd'hui il a ramené la paix. C'était le désespoir, mais c'était une surprise. Et nous devons dire merci avec expression de nos hommages les plus différents à lui, le président de la République, chef de l'État, qui est aussi commandant suprême des forces armées de la République et des polices nationales. Présents à ces rendez-vous de l'histoire de la province, les jeunes de la Mongala ont promis de s'engager à soutenir les actions du président de la République et d'accompagner Jean-Colin Makaka dans la transformation de leur entité provinciale. Et la salle polyvalente de Selembao a servi de cadre samedi dernier au lancement officiel de la campagne d'éveil patriotique et de vulgarisation de réalisation du président Félix Tshisekedi, une initiative de l'ESBEL Bilembouya Fachi, baptisée Merci Fachi. Témoins de l'événement, Mathieu Mbouyi et Aristote Batouma. Ce samedi 20 juin 2025, la salle polyvalente de la commune de Selembao à Kinshasa a servi de cadre au lancement officiel de la campagne de veille patriotique, de vulgarisation et de reconnaissance des actions du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Initiée par l'ASBEL Bilembouya Fachi, cette initiative a été baptisée Merci Fachi. Objectif: conscientiser la population bénéficiaire à faire bon usage des ouvrages réalisés, à s'en approprier et à contribuer à leur préservation et leur visibilité. Le président de cette structure, Dr Israël Bobongo, a souligné dans son mot l'importance d'une mobilisation citoyenne pour accompagner la vision du chef de l'État. Face à ces multiples réalisations du chef de l'État à travers la République, nous ne pouvons plus jamais nous permettre de rester spectateurs. L'ère est venue pour les membres de l'ASBEL Bilembouya Fachi que nous sommes de jouer pleinement notre rôle, celui de rendre visibles les actions du chef de l'État à travers le pays, tout en conscientisant les bénéficiaires des différentes réalisations du chef à faire un bon usage. C'est le bourgmestre de la commune de Selembao, M. Mathias Ouomoumou, qui a procédé au lancement officiel de la campagne, saluant ainsi l'initiative comme un acte de patriotisme citoyen. Je tiens à remercier l'ASBEL pour cette initiative parce que à travers les détracteurs chefs de l'État, il y a certains qui ne voient pas tout ce qu'il est en train de faire. Mais nous avons vécu l'époque de Mobutu et de ses prédécesseurs. Avec l'aide, la République démocratique du Congo a pris un élan de développement différent aux époques passées. Je déclare officiellement lancer cette campagne de vulgarisation. L'ASBEL Bilembouya Fachi réaffirme sa détermination à poursuivre ses nobles combats de visibilité, de réalisation présidentielle sur toute l'étendue du territoire national. Elle appelle à une collaboration active avec les structures sœurs poursuivant le même objectif, dans le respect des normes, avec professionnalisme et transparence. Face à ce qu'elle qualifie de vide en matière de vulgarisation de réalisation du président. À travers le pays, l'association s'est dit prête à combler ses manques dans un esprit de paix et de collaboration. Et en pleine tournée dans le Grand Équateur, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modern-Vita, a effectué une visite stratégique au centre d'entraînement de Kotakoli, un site d'instruction militaire de haut niveau situé à 90 km de Badelit. Au cœur de cette descente, la gestion de tensions civilo-militaires signalées dans le territoire de Mobaï-Mbongo. Images et commentaires. Depuis le début de la semaine, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modern-Vita, effectue une tournée dans la région du Grand Équateur pour apaiser les conflits civilo-militaires qui sévissent notamment dans les territoires des Mobaï-Mbongo. Malgré l'état déplorable de route, il s'est rendu personnellement à Kotakoli afin de coordonner l'assistance aux victimes.
Lors d'une causerie morale au centre d'entraînement militaire des Kotakoli, situé à 90 km de Badolité, le vice-premier ministre a rappelé aux forces armées la devise fondamentale de l'armée congolaise « Ne jamais trahir le Congo ». Abordant la problématique du survol illégal de l'espace aérien et de la présence d'éleveurs Mbororo infiltrés par les milices Seleka et Anti-Balaka des Centrafrique, il a assuré que la question est déjà en cours de traitement au Conseil des ministres par les ministres des Affaires étrangères. Il a également rappelé l'existence d'un accord militaire signé il y a quelques mois avec la République centrafricaine dont l'homologue a garanti que la RCA ne servira jamais de base arrière pour attaquer la RDC. Souhaitant impulser des réformes profondes adaptées aux réalités du terrain afin de reconstruire les forces armées de la République, mission confiée par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-ministre s'est engagé à ne laisser aucune région militaire de côté en prenant en compte chaque problématique spécifique dans cette nouvelle dynamique. Notons que le vice-premier ministre Guy Kabombo Madianvita a atterri la veille à l'aéroport international de Badolité sous une pluie battante où il a présidé le comité provincial de sécurité. Avant cela, il a fait une escale à Guémena, chef-lieu de la province du Sud Ubangui, pour assister à un briefing du secteur opérationnel Nord-Équateur. Marqué par sa proximité avec les familles des militaires, il a également rencontré les épouses des soldats, leur rassurant l'accompagnement constant du gouvernement en bon père de famille. Et lancé le lundi 16 juin dernier par le commandant de la ville de Kinshasa, le général Israël Kantou, la deuxième phase de l'opération Dobo porte déjà ses fruits. De faux policiers qui extorquaient de fonds au nom du commissariat provincial, ainsi que 5 jeunes délinquants communément appelés Kuluna, ont été neutralisés dans leur secteur d'opération. Images et commentaires. Il avait promis qu'il sera un flic de terrain. Les voilà en action. La semaine n'était pas de tout repos pour les commandants de la police de la ville de Kinshasa, le général Israël Kantou Bakulu. Le lundi 16 juin, il a lancé la deuxième phase de l'opération Dobo avec comme spécificité la traque des braqueurs à Kinshasa. Des faux policiers arrêtés sont ici présentés au général. Qui désigné dans le commissariat urbain ya Mongafula, dans l'axe où il y a Makala, il y a la résistance. Il y a un commissaire na batunaye parce que bakangaki bakuluna bango basali obstruction ba récupérer na échange il y a coup de feu na bateau yo bakendaki mission officielle de bakuluna wana akimaki bakufitaki bakimi pe moko oyo ya groupe na bango oyo abetaki masasi yepe akimaki. L'opération Dobodé a aussi permis de maîtriser cet agent de l'ordre qui extorquait les cunons au nom du commissaire provincial. À côté de lui, ces 5 jeunes armés de machettes, communément appelés Kuluna, ont été neutralisés sur leur secteur d'opération. Cette arrestation est à mettre au compte de l'opération de sécurisation du corridor Matadi-Kinshasa sur demande du ministère des Transports, voies des Communications et de l'économie nationale. Jeudi 19 juin, sous un soleil de plomb, le commissaire provincial de la police de Kinshasa a surpris ses collaborateurs et les Kinois en prenant leur moto pour lancer cette opération. Le corridor avec son goulot d'étranglement à Mitendi, rond-point Ngaba, route bypass 14e rue Limité et Kingaba poids lourd, a été parcouru entre 10h et 16h. Cette voie renflouante de l'économie nationale et de la capitale sera désormais sous la surveillance d'une unité spéciale dotée de motos neuves avec mission de sécuriser. Engin oyo tozwaki yango mpona kosurveille corridor bapesi biso mpona bavéhicule ya poids lourd kouta nango na Mitendi ezwi Lopengaba ezwi bypass ezwi 14e rue ekoti poids lourd boni itinéraire bino bozokofeye na yango eza nini butu babotela bango biloko na bango te. Partout où il est passé, sa seule présence a suffi pour fluidifier la circulation. Malgré tous ces résultats, pas de satisfaction pour le général qui a refusé tout commentaire sur ses actions. Pour lui, il y a encore du travail à faire.
Et la proposition du président du CNSA, Joseph Olenga, en faveur d'un dialogue national incluant le prisonnier politique, relance les débats sur la cohésion nationale. Mais le gouvernement, par la voix du vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, campe sur sa proposition. Le respect de l'autorité judiciaire prime sur toute initiative politique. Edouard Chama et Jérôme Luzolo signent le reportage. Alors qu'il est Conseil national des suivis de l'accord, CNSA, par la voix de son président Joseph Olenga Nkoy, appelle à un dialogue national assorti de la liberté de tous les prisonniers politiques. Le gouvernement congolais, par l'entremise du vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba, a tenu à clarifier sa position. Assurant l'intérim du ministre d'État à la Justice, le vice-ministre s'est exprimé ce lundi 25 juin lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Il a d'abord rappelé que si le dialogue est un mécanisme démocratique reconnu, il ne saurait se faire au détriment des victimes ni au mépris des procédures judiciaires en cours. Ce standard s'appelle justice transitionnelle. Or, nous voulons faire noter que la justice transitionnelle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Or, la vérité, on ne peut la trouver qu'à travers un procès, s'agissant des victimes. Deuxièmement, il y a la justice. La justice, entendue ici dans le sens des poursuites pénales. Troisièmement, il y a la réparation. Et quatrièmement, il y a des réformes à réaliser. Maître Samuel Mbemba a également annoncé qu'une correspondance formelle sera adressée dans les prochains jours au procureur général près les cours d'appel, à l'auditeur général des forces armées de la RDC ainsi qu'à l'auditeur supérieur afin de s'assurer que tous les dossiers dits sensibles soient suivis avec rigueur et transparence. Nous allons adresser un courrier au procureur général près la cour de cassation et aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'auditeur général des FARDC et à l'auditeur supérieur. Pour rappel, le CNSA avait lancé une semaine plus tôt un appel au chef de l'État pour organiser un nouveau dialogue national censé renforcer la cohésion nationale en plaidant notamment pour la liberté des détenus politiques. Une démarche saluée par certains acteurs politiques mais qui divise l'opinion publique. Le gouvernement, quant à lui, reste ferme. La justice doit suivre son cours et aucune mesure politique ne viendra interférer sans base légale. Une position qui souligne l'engagement de Kinshasa à faire primer l'état de droit au-delà des considérations politiques. D'un ministère à un autre, c'est dans la salle du centre financier de Kinshasa que le ministre de Finances, Doudou Fwamba, a présidé ce samedi 21 juin la cérémonie des signatures de 5 accords de financement d'envergure entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, un montant total engagé près de 2 milliards de dollars américains. Un reportage. C'est au centre financier de Kinshasa que le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé la cérémonie des signatures des accords de financement entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, portant sur un montant total proche des 2 milliards de dollars américains. Ces accords s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement piloté par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils traduisent les engagements pris dans les piliers 1 et 5 de ces programmes. Ces financements couvrent 5 projets majeurs. Le développement d'Inga 3 avec un montant de 250 millions de dollars, l'appui budgétaire à la gouvernance, la transparence et la résilience économique pour 600 millions de dollars, la lutte contre les inondations urbaines avec une enveloppe de 200 millions de dollars, le développement des transports et de la connectivité pour 440,2 millions de dollars, l'appui à la transformation numérique doté de 400 millions de dollars. Dans son allocution, le ministre Doudou Fwamba a souligné la pertinence de ces projets, mettant particulièrement en lumière la concrétisation imminente de la construction du barrage d'Inga 3, attendu depuis plusieurs décennies. Le gouvernement va accompagner pour que ces rêves deviennent réalité. Et bientôt, il y aura un comité de pilotage que son Excellence Monsieur le Président de la République lui-même pourra présider.
Et nous serons très heureux de participer pour que nous puissions, encore une fois, redéfinir avec clarté la vision du gouvernement sur INGA, l'ancrant ainsi sur les partenariats stratégiques que nous avons avec nos partenaires de la Banque mondiale. Il a par ailleurs salué l'appui budgétaire important de la Banque mondiale, évalué à 600 millions de dollars. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour l'accompagnement que le gouvernement a pu bénéficier de nos partenaires de la Banque mondiale au courant de cette première année de notre gestion, consolidant ainsi ces partenariats stratégiques qui va au-delà des gouvernements et qui lie la République démocratique du Congo à la Banque mondiale. Le ministre des Finances a insisté sur le fait que ces 5 projets sont essentiels pour renforcer l'action gouvernementale, s'inscrivant dans une dynamique de réforme et de construction de la RDC. Autre chose à présent, la Direction générale de recettes de Kinshasa vient de passer à la vitesse de croisière sur la mission de scellage des entreprises non en règle de paiement de taxes et redevances dues à la province de Kinshasa. Pour ce lundi 23 juin 2025, quelques entreprises ont vu leur bureau scellé. Bosco Kabamba et Jérôme Lezolo étaient témoins de l'événement. La Direction générale des recettes de Kinshasa de Gerga en cycle a lancé ce lundi 23 juin une mission de scellage des propriétés des contribuables, personnes physiques et morales, non en règle au paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa. Les huissiers fiscaux de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa, assistés par le parquet, ont effectué une descente sur terrain afin de marquer le début de cette mission avec plusieurs dossiers inscrits au rôle. Sur l'avenue du 24 novembre, le siège de l'UBA a été scellé pour non-paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa. Juste après, l'équipe commise à cette mission s'est rendue à la société Monde en Aluminium, située sur l'avenue des Poids Lourds, entreprise spécialisée dans la distribution des vitres, qui a été scellée aussi pour non-paiement des différents acte générateur des recettes. Il s'agit d'une procédure de recouvrement forcé auprès des contribuables. Pour déceler, les responsables de ces propriétaires devront régulariser leur situation auprès de l'administration fiscale de la capitale. Tel est le cas de l'UBA qui s'est présenté aussitôt auprès des services de la DGRK pour répondre à leurs obligations fiscales comme le veut la loi et remplir leurs devoirs civiques. De ces faits, les huissiers fiscaux ainsi que le parquet ont de suite procédé au décelage. Notons que tous ceux qui ne sont pas en ordre sont invités à régulariser leur situation fiscale auprès de la régie financière de la ville de Kinshasa de Gerka, car une mission de scellage vient d'être dépêchée sur terrain. Clôture 20 juin 2025 de la 27e édition Africa Energy Forum à Cape Town, en Afrique du Sud. Plusieurs participants venus de différents pays du monde et de l'Afrique ont arrêté de stratégie concernant l'électricité verte. Représentante de la RDC dans ces forums, la directrice générale de l'ARE, Dr Sandrine Moubenga-Ngaloula, s'est dit satisfaite d'avoir invité les investisseurs à venir investir dans ces secteurs énergétiques en RDC à cause de ses potentialités qu'elle possède. Regardez. Prenant part à la 27e édition de Africa Energy Forum, Dr Sandrine Moubenga-Ngaloula a fait de cette conférence de haut niveau ouverte le 17 juin dernier pour se clôturer le 20 juin une pierre deux coups avec les autres participants. Ils ont arrêté des stratégies concernant les secteurs d'électricité énergivore. Aussi a-t-elle invité les panélistes à venir investir en RDC. L'objectif étant de voir comment faire pour couvrir le déficit énergétique avec d'autres panélistes. Ils ont réfléchi sur les secteurs qui consomment énormément de l'énergie avec comme thème répondre aux besoins de la prochaine génération des consommateurs d'énergie intensifs. Les participants ont entre autres parlé des grands projets hydroélectrolytiques, de la small hydroélectricité ainsi que de la résurgence de l'énergie nucléaire dans la production de l'énergie. Au Congo, nous avons beaucoup d'éléments nucléaires comme l'uranium par exemple. Et donc, il suffit d'une petite quantité d'uranium pour produire de l'énergie pendant un long temps. Et donc, vous êtes en train de voir la résurgence des énergies nucléaires partout dans le monde ou surtout en Afrique. Et je pense que ça serait bien pour la RDC de voir cette possibilité parce qu'il y a beaucoup d'avantages. D'autre part, le directeur général de l'ARE affirme avoir passé une grande partie de la discussion à parler des miniers avec des participants.
En ce qui la concerne, Allegri Ntumba, directrice chargée de l'administration et des finances de l'ARE, a aussi participé aux travaux en panel où ils ont réfléchi autour du sujet comment mettre en place un écosystème d'énergie renouvelable robuste pour répondre aux besoins énergétiques des miniers. The mining sector in DRC is power hungry, and as a regulator, we are aware that the mining sector is very important for the economic development of the country. Par ailleurs, Dr Sandrine Mubenga a expliqué aux participants les différentes innovations qu'elle a faites du point de vue de la régulation pour permettre aux projets des investisseurs d'avancer et d'installer rapidement des centrales électriques en RDC. Et comme annoncé au sommaire, un incendie a ravagé une grande partie du pavillon 3 de l'hôpital général de référence de Kitambo à Kinshasa dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 juin 2025. Aucun décès n'a été enregistré, mais les dégâts matériels sont importants. Après évaluation ce lundi 23 juin de conséquences de cet incendie, toutes les salles du pavillon, à l'exception de 2, ont été entièrement brûlées. Renseigne de sources médicales sur place. Ce pavillon abritait de salles de réunion, de bureaux pour le médecin et infirmier, ainsi que de salles d'hospitalisation. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. L'accès au pavillon reste bloqué pour le moment. Cependant, les activités ont repris normalement ce lundi dans le reste de l'hôpital, d'après le même source. Et l'ASBEL, la voix de drépanocytaire, a organisé ce samedi 21 juin 2025 une journée de sensibilisation contre la drépanocytose. Sa présidente, Kate Ngwanda, a rappelé que malgré les efforts déjà fournis, la lutte reste encore longue et nécessite l'implication de tous. Suivez son appel à l'action et à la solidarité. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose célébrée chaque 19 juin, l'ASBEL, la voix de drépanocytaire Vaudrep, coordonnée par Madame Kate Ngwanda, a organisé une conférence de sensibilisation axée sur la prévention, la prise en charge et la protection des personnes drépanocytaires en République démocratique du Congo. Engagée depuis 6 ans dans ces combats de santé publique, Kate Ngwanda a souligné l'importance d'un tel cadre d'échange pour renforcer la sensibilisation et la solidarité nationale autour de cette malformation génétique. Merci beaucoup pour la parole. Aujourd'hui a eu lieu la journée de sensibilisation et le dépistage témoignage contre la drépanocytose. C'est en marge justement de la lutte contre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose en RDC. Et donc aujourd'hui nous avons tenu une journée de sensibilisation sur la drépanocytose, le témoignage, le dépistage gratuitement et le vernissage du livre que nous avons pu produire, le récit d'un combat de vie. Madame Bernadette Pondou, présidente de l'Action contre la drépanocytose et marraine de l'événement, a quant à elle insisté sur la nécessité d'unir toutes les initiatives et acteurs pour mieux coordonner la riposte. Nous nous mettons ensemble pour unir nos forces et lutter plus efficacement contre la drépanocytose. Donc mon association Action contre la drépanocytose fait partie intégrante de cette grande coordination qui rassemble presque toutes les associations de lutte contre la drépanocytose. Il y a le livre qui a été écrit par les drépanocytaires eux-mêmes, parce que comme on dit toujours, il n'y a pas mieux qu'une personne qui vit elle-même directement une situation quelconque pour mieux en parler. Présente également la députée nationale Christelle Vanga, auteure de la loi sur la protection des personnes drépanocytaires, a salué l'initiative de Vaudrep, porteuse d'un message d'espoir et d'engagement politique fort. C'est vrai que c'est un challenge. On a commencé avec la voix des drépano depuis 2018. Essentiellement, c'était pour légiférer. Donc l'association m'a accompagnée. Aujourd'hui que la loi a été reçue au niveau de l'Assemblée nationale, nous nous estimons heureux. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là et je soutiens l'idée de la voix de Drépano de s'améliorer en écrivant notamment ce livre qui peut aider beaucoup des jeunes drépanocytaires à gérer les crises, à s'insérer dans la société.
Et pour terminer, dans la commune de Limité, le quartier Ndanou s'enfonce lentement dans l'abandon. Jadis promis commune écologique, cette zone densément peuplée fait aujourd'hui face à des inondations chroniques, à un effondrement des infrastructures et à une détresse grandissante de ses habitants. Un constat amer à quelques kilomètres seulement du cœur de Kinshasa. Images et commentaires. Ndanou, cœur battant de la commune illimitée, ne porte plus que l'ombre de la promesse d'une commune écologique. Ce week-end, le reporter des Bossolo Télévision y ont découvert un quartier au bord du naufrage, routes dévastées, maisons inondées, habitants épuisés. Là où devraient serpenter des avenues praticables, ce sont désormais des étangs qui s'installent. Mouepou, conservateur, digue, autant de noms qui résonnaient autrefois comme des repères, mais qui symbolisent aujourd'hui la galère et l'abandon. Faute des caniveaux, des curages de la rivière Djili et des constructions des ducs d'eau, chaque pluie transforme le quartier en une Venise des misères. Nous vivons comme des oubliés, lâchent certaines femmes rencontrées sur place. Ndanou est totalement abandonné par les autorités. Imaginez, une avenue principale partant de la 17e rue est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Nous lançons un cri de détresse aux autorités. Venez à notre secours. Ces quartiers se meurent. Et pourtant, c'est le seul endroit que nous avons pour vivre dignement. La construction de digues d'eau et de ce mur portait un véritable espoir pour nous. Mais l'abandon brusque de travaux nous plonge dans l'inquiétude. Nous sommes livrés à nous-mêmes, exposés à tout le risque. Il est temps que l'État s'implique pour de bon et apporte une solution durable à cette situation alarmante. Jonathan Djoko Ndoba, jeune notable du coin, élevé dans ces quartiers en déclin, interpelle les autorités avec gravité. En ce qui concerne les inondations au sein du quartier Ndanou, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu un aboutissement escompté. Nous avons cru avoir gain de cause lorsque nous avions vu le début des travaux de construction de la nouvelle digue, mais malheureusement, jusqu'à ce jour, nous ne connaissons pas la véritable cause de la dite suspension. Et cette situation ne guère pas un meilleur devenir pour ses habitants, parce qu'à chaque fois qu'il y a de fortes pluies, ces habitants sont devenus des victimes de dégâts matériels, de pertes de vies humaines. Quant à Aaron Sefou, l'entreprise qui avait entamé des travaux d'aménagement semble avoir jeté l'éponge, laissant des milliers d'espoirs suspendus dans la boue. À Ndanou, les rires des enfants ont cédé la place à des cris d'appel à l'aide. Pas pour jouer, mais pour survivre. Qui les entendra? Face à cette urgence environnementale et sociale, Ndanou attend plus que des promesses. Il faut de réponses. À l'État congolais de jouer sa partition. Fin à cette édition d'information coordonnée par Jude Kalombo, réalisée par Gédéon Chitumbi et Lydia Dandunda. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bossolo TV, la première chaîne au cœur des investigations en RDC. Au revoir.